Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec Madame Anne-Clémentine Larocque. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Il faut bien préciser à notre auditoire que Anne-Clémentine Larocque, spécialiste de l'idéologie islamiste, maître de conférence à Sciences Po Paris et chercheuse associée au CEDEJ du Caire. Elle occupe le poste d'analyste spécialisé pour la justice française depuis 2016. Elle est l'auteur de nombreux articles et d'un essai paru en janvier 2018, L'islamisme au pouvoir, Tunisie, Égypte, Maroc, édition PUF 2018, géopolitique des islamismes, que sais-je, toujours même édition en 2016, et co-auteur de Sortir du Bataclan, récit et analyste, Brial 2016. Anne-Clémentine Larocque, bienvenue dans cette émission. Je ne vous cache pas la vérité, j'étais agréablement surpris par votre sortie médiatique à travers d'une petite vidéo qui est petite en termes de taille, mais énorme en termes de leçons, la mort et les enjeux géopolitiques. Pourquoi, déjà dans un premier temps, cette thématique à cet instant T? Écoutez, on m'a demandé dans le cadre d'un podcast que le magazine Sécurité et Défense organisait de faire une intervention en toute liberté sur la thématique que je souhaitais par rapport à ma spécialité et ma spécialisation. J'aurais pu évoquer effectivement les deux attentats qui se sont produits pendant le confinement. Vous avez vu à Romans-sur-Isère et à Colombes, mais je me suis dit que c'était intéressant aussi de mettre en perspective peut-être quelque chose dont on ne parlait pas et qu'on ne nommait pas en fait, alors que ce concept est au centre de toutes nos décisions et de tous les enjeux justement qui régissent la géopolitique aujourd'hui, c'est-à-dire la mort. Effectivement, cette mort, sincèrement, on l'a en tête en permanence, puisque ce pourquoi aujourd'hui on est confiné, on est en fin de confinement, mais ce pourquoi on a quand même arrêté le monde entier, c'est pour éviter un maximum de morts. On a eu un minimum. Je pense qu'effectivement, en France, en tout cas, on a eu un minimum de morts par rapport aux actions qui ont été mises en place. Mais c'est vrai que c'est la mort qui est au centre et au cœur d'énormément de nos actions et des actions aussi des acteurs qui sont au-dessus des États, comme l'ONU, comme les ONG, etc. La mort, donc dans ce cas-là, on parle de la mort accidentelle, la mort provoquée. On ne parle pas de la mort naturelle. Et la thématique de ce jour, c'est les conséquences de la pandémie Covid-19. Pour que notre auditoire puisse nous suivre par rapport à cette petite analyse qu'on va essayer de faire avec vous pendant une vingtaine à une trentaine de minutes, si c'est possible. Vous avez parlé comme quoi l'invisibilité de la mort est de plus en plus a pris de l'ampleur depuis le XXIe siècle et même davantage. Oui, c'est-à-dire que même depuis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec aussi toute l'institutionnalisation de la paix, la volonté de ne plus jamais avoir affaire à ce type de guerre extrêmement meurtrière. Je rappelle quand même que la Deuxième Guerre mondiale, c'est entre 50 et 60 millions de morts, donc ce qui est absolument énorme à l'échelle de l'humanité et sur un siècle. C'est le siècle le plus meurtrier, c'est certain, même si on a eu des siècles, effectivement, pendant le Moyen-Âge ou autre, où d'ailleurs des pandémies, des guerres se sont perpétrées. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui a été marqué au XXe siècle, au cœur d'un monde moderne. On a quand même un holocauste, on a un totalitarisme qui arrive quand même à provoquer une guerre mondiale et qui arrive à vraiment à mettre justement l'idée donc de mort et d'épuration au centre de son discours quand même. Au moment où finalement les hommes ont le plus acquis de technologie, etc. Donc je pense qu'effectivement, à partir de ce moment-là, la mort a tellement été, présente et a jailli sur un bon nombre, très 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 nombreuses familles en Europe et dans le monde, que à partir de ce moment-là, on note effectivement que
la traduction, la manifestation, le fait de nommer la mort, en géopolitique en tout cas, est beaucoup moins présente. C'est-à-dire qu'on évite de la nommer. Comme je le disais dans le podcast, vous avez évidemment énormément de stratégies qui sont mises en place par les acteurs géopolitiques pour éviter la mort. De toute façon, c'est le but premier. C'est-à-dire que les États font en sorte qu'il y ait moins de pertes. Regardez les armées aujourd'hui. Hein. Regardez la différence dans les pertes militaires françaises, par exemple, depuis 30 à 40 ans par rapport à avant. Hein. Jusqu'à finalement, l'Indochine, l'Algérie, ça a été les deux gros derniers conflits où on a perdu énormément d'hommes. Maintenant, on est sur des effectifs beaucoup plus réduits. L'idée est justement de mettre en place des guerres qui soient beaucoup moins coûteuses. C'est pour ça qu'on a des drones, c'est pour ça qu'on a des technologies aujourd'hui qui visent de manière beaucoup plus chirurgicale la vie humaine, hein, finalement. Et donc cette vie humaine, on essaye de la protéger, hein, principe de précaution, OMS, on a énormément donc de structures qui travaillent, hein, des chercheurs évidemment aussi, qui travaillent à préserver cette vie humaine, qui n'a pas la même valeur partout. Encore une fois, on parle de géopolitique. Hein. Quand vous prenez évidemment l'Asie du Sud-Est, l'Afrique subsaharienne, l'Amérique du Sud ou les États-Unis ou le Canada, on n'a pas vraiment la même image et la même précaution par rapport à la vie humaine, c'est certain. C'est en lien évidemment aussi avec la démographie. Vous avez des pays comme l'Égypte qui ont plus de 50% de personnes qui ont moins de 25 ans. 50% de la population qui a moins de 25 ans, forcément, l'idée de mort, c'est pas la même. Hein. L'idée de mort, elle signifie pas la même chose que dans des pays où les populations de seniors sont beaucoup plus importantes, comme en Occident d'ailleurs. C'est pour ça que dès le départ, finalement, effectivement, cette épidémie, cette pandémie, elle a aussi ciblé, si je puis dire, les forces les plus vieilles du monde. C'est-à-dire que les forces vives l'ont pas vécu de la même manière. C'est pas la même prise en compte, c'est pas le même risque pour ces populations-là. Vous voyez par exemple les Russes, qui paradoxalement ont eu très peu de cas, ont mis en place un confinement total quasiment. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le droit de sortir. Pourquoi ? Parce que les Russes, ils subissent une décroissance démographique, vous le savez. Ils ont extrêmement peu de Russes par rapport à l'énorme État-continent qu'ils possèdent. Et donc, ils font extrêmement attention à ne pas, encore une fois, précipiter finalement la mort de cette civilisation qui est déjà finalement moins vivante qu'il y a 100 ans. Vous voyez ? Donc, on est vraiment aujourd'hui dans cette finalement rejaillissement de la préservation de la vie, sans parler véritablement de mort depuis 50 à 60 ans. Et cette invisibilité dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, c'est réel. On a tendance à davantage, vous voyez, mettre en scène, faire la promotion par la publicité, par les affiches, par les réseaux sociaux, etc., de la sexualité, de ce qui est vital de la vie, vous voyez. La mort, on ne la met pas en scène, comme ça peut être le cas, par exemple, en Afrique ou dans d'autres cultures, hein, ou comme c'était le cas d'ailleurs aussi en Occident avant le 19e siècle, enfin avant le 20e siècle, on va dire. Y a-t-il un excès d'assurance par rapport à l'humanité, notamment les pays développés? Y a-t-il un laisser-aller sur cette veille plutôt sanitaire pour faire attention, pour préparer des éventuels, parce que jusqu'à maintenant, on constate, cette pandémie et a surpris presque tout le monde. Et il a fait comme un feu dans un champ de blé et s'est étalé d'une manière rapide. Bien sûr, il y a les moyens de communication et la mondialisation en termes de communication a fait son effet. Mais on constate, à côté de la mort, il y a la peur. Et cette notion de peur s'accumule aussi sur la notion de la mort, qui jusqu'à maintenant, avec tout le respect à nos morts, suite à cette pandémie, là où il se trouve, et il n'est pas exagéré par rapport à d'autres pandémies et par rapport à d'autres virus. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, certains ont pu dire d'ailleurs qu'il y avait eu des mesures qui étaient excessives par rapport à la réalité de la létalité qui est provoquée par cette pandémie. Mais en fait, comme on peut le voir, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est aussi une pandémie mondiale, totalement mondialisée. Il y en a eu d'autres, il y a eu le SRAS, il y a eu Ebola, d'accord, mais qui ont été contenus quand même. Alors que là, effectivement, c'est la maladie finalement du voyageur, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les quatre coins du monde actuellement étaient quand même reliés, surtout l'hémisphère nord, quand même, il faut le dire. Mais cette capacité à pouvoir être relié, à échanger en permanence, a produit des effets négatifs.
vous parlez d'excès d'assurance. Ben, effectivement, dans les pays où l'espérance de vie est la plus longue, dans des pays comme la France aussi, où la recherche médicale, la recherche scientifique sont quand même extrêmement développées et qu'on a des assises en termes de santé publique quand même importantes, il y a peut-être effectivement une forme d'assurance un peu inconsciente sur laquelle on s'est un peu reposé, comme si voilà, finalement, globalement, tout le monde pouvait quasiment vivre jusqu'à 85 ans et n'aurait pas forcément de grosses problématiques dans sa vie pour arriver à cet âge-là. Là, on se rend compte que c'est pas si simple. On se rend compte qu'il n'y a pas que les seniors qui meurent, il y a des gens qui sont en surpoids. Il y a aussi eu des jeunes, un peu de manière voilà, toutes les fragilités en fait sont rendues visibles par ce virus invisible. C'est ça qui est intéressant. Et à l'échelle individuelle, collective, nationale, comme aussi internationale et mondiale. Moi, c'est ça que j'ai retenu. Et de toute façon, parlons du vrai sujet que l'Occident, effectivement, ne veut plus aborder quelque part, en tout cas, bon nombre de chercheurs, etc., c'est la mort. C'est quelque chose qu'on nous transmet dans nos études, etc., sur le fait qu'on travaille un objet, si vous voulez, sans forcément le mettre en perspective par rapport à la mort. Et en géopolitique, c'est quand même un enjeu extrêmement important, comme en médecine, vous voyez. On peut pas l'ignorer. Et aujourd'hui, je trouve que c'est ça que ça remet au centre du discours. Mais justement, quoi qu'elle arrive, donc c'est une histoire d'éducation aussi, il ne faut pas l'oublier. Et vous l'avez dit au départ, la quasi-totalité de nos concitoyens n'ont pas vécu la Deuxième Guerre, la Première Guerre, donc ils n'ont pas vécu les grandes guerres où il y a eu beaucoup de morts. Donc, cette notion de la mort massive à travers le monde, ce n'est pas une notion qui fait partie du quotidien des gens. Donc, il y a se laisser aller, donc, quelque part, de ne pas penser à la mort. Du quotidien, oui, effectivement, en termes de conscientisation de la part des individus qui vivent dans des pays développés, donc majoritairement dans l'hémisphère nord, vous avez effectivement cet effet-là. Après, quand vous prenez justement des pays ou des continents qui sont encore très en guerre, par exemple l'Afrique subsaharienne, évidemment, les États qui essayent de gérer déjà leur population et la situation sanitaire, etc., ont dû prendre conscience. Par exemple, je me souviens bien qu'au moment d'Ebola, vous avez donc les pays africains qui prennent conscience, grâce à l'OMS aussi, de la manière dont il faut traiter une épidémie et comment est-ce qu'il faut s'inscrire par rapport à cette épidémie. Vous voyez ? Donc il y a un laisser-aller, peut-être, il y a une forme d'embourgeoisement du côté des pays du Nord, c'est vrai, mais à l'inverse, du côté des pays moins développés, des PMA, des pays en développement, vous avez aussi une non-conscience qui existe par rapport aux véritables risques, vous voyez, de leur population. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de mauvais élèves, c'est simplement que aujourd'hui, la mort, elle redéfinit le degré de conscience des hommes d'État sur la protection qu'ils ont à mettre en place ou pas vis-à-vis de leur population, vous voyez. Et selon la population, encore une fois, une population qui va être extrêmement jeune ou une population qui va être en décroissance démographique, forcément, les prises en compte et la manière de gérer la crise va différer. Mais en tout cas, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y avait eu une obligation, pour éviter cette mort, entre guillemets, une obligation de la part des États de communiquer, mais on a remarqué aussi, à l'échelle de l'Union européenne par exemple, que la coopération n'était pas si simple, encore une fois. Encore une fois, ça remet en scène, ça rend visible les imperfections, les failles aussi de tous les systèmes par rapport à une menace. Ce qui m'introduit, politique d'État, parce qu'on a parlé un petit peu, quelque part c'est un petit peu individuel et sociétal, cette notion que vous avez évoquée de la mort. Là, on passe à une deuxième étape, si vous le permettez, la question des États et les réactions de ces États sur le plan individuel, mais après, sur une réaction entre États et groupements d'États. Jusqu'à maintenant, et la première des choses, la première mesure qui n'a jamais existé à ce jour, c'est le confinement d'État. Les frontières sont fermées, plus de solidarité, notamment le cas de l'Europe. Les États-Unis, l'espace aérien est fermé, ce qu'on appelle l'égoïsme d'État. C'est une notion qui est nouvelle, donc, parce que jusqu'à maintenant, on n'a jamais mesuré son impact au savoir si c'est possible qu'un jour nous vivrons un égoïsme d'État. On l'a vu à travers l'OTAN, on l'a vu à travers les arrangements entre États par rapport à tel ou tel dossier, mais là, le Covid-19 a montré un égoïsme d'État. Est-ce que c'est la peur ? Est-ce que c'est l'électrochoc de ce Covid-19 qui a permis à ces États de se poser la question et de se remettre
en question parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien tout simplement il s'agit d'une politique bien déterminée? Bah, écoutez, je pense que c'est quelque chose qui a évolué dans les 2 mois qui viennent de se passer. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez effectivement eu l'effet de surprise, même si on explique qu'il y avait quand même des fuites depuis décembre 2019 sur le fait qu'en Chine, on a eu effectivement un problème dans cette région du Wuhan et que c'est pas été pris suffisamment en compte. Bon, ça, je rentre pas dans le débat politique parce qu'on n'a pas les preuves, etc. Dans tous les cas, effectivement, il y a eu au départ, en tout cas, certains cafouillages que le gouvernement d'ailleurs a reconnu. Le fait, par exemple, de maintenir les élections. Bon, c'était pas forcément la meilleure des choses, des élections municipales, alors que on disait à tout le monde de fermer les écoles et de se confiner 2 jours plus tard. Vous voyez, il y a eu quelque chose d'incohérent. Bon, ils n'ont pas forcément pu gérer cela. Moi, je pense qu'il y a eu évidemment de la peur de la part des sociétés, des dirigeants, pas forcément pour tout le monde. Je pense qu'il y a eu aussi une volonté de comprendre que la mondialisation, ça c'est vraiment, si vous voulez, c'est ce que vous appelez l'égoïsme d'État, c'est finalement le fait de fermer les frontières et de penser à ses intérêts propres nationaux. En fait, ça nous prouve une chose, c'est que la mondialisation, elle a beau effacer les frontières, enfin on le dit depuis quand même 10 ans, elle a beau en tout cas uniformiser le monde, il y a aussi une reformation, il y a aussi une restructuration de certaines frontières à certains moments. Et ça, Michel Fouché, qui est spécialiste des frontières, le disait très bien. Regardez, par exemple, à la fin de la guerre froide, on a une recréation de frontières, alors qu'on est dans un monde qui est censé s'ouvrir. Vous voyez, on a des frontières qui se recréent au niveau de l'Europe de l'Est, au niveau de l'Union européenne aussi, vis-à-vis du monde, etc. Là, en temps de crise, effectivement, repli, fermeture des frontières, les aéroports qui ferment, etc. C'est complètement nouveau. Mais je trouve qu'en tout cas, ça donne une expérience intéressante aux dirigeants sur cette flexibilité, sur cette souplesse aussi qu'on doit avoir finalement dans un monde comme on vit actuellement, c'est-à-dire un monde mondialisé. On ne pourra jamais enlever le fait que vous ayez des spécificités locales et des intérêts qui doivent exister pour s'identifier en fait. L'idée qu'on soit tous uniformisés, ça a plus de sens aujourd'hui, on le voit bien. Et c'est vrai que cette manière de réagir, ça pousse aussi, je pense, ça va pousser, j'espère, en tout cas les États, à devoir mettre en place de réelles politiques de coopération à l'échelle européenne, par exemple. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire, par exemple, vous savez, avec la défense et la sécurité en Europe. Depuis 50 ans, c'est le cas, on n'arrive pas à créer vraiment une force européenne sécuritaire qui soit cohérente. Parce que vous avez des États qui refusent aussi de léguer cette souveraineté, finalement, à une instance supranationale. Eh bien, là, je trouve qu'encore une fois, on se rend compte que ces États ont repensé aussi leur système et ont vu les failles de ce système-là. Il n'y a quand même pas beaucoup de pays, hormis la France, qui sont capables, si vous voulez, de supporter le chômage partiel d'entreprises privées dans tout le pays. C'est quand même quelque chose, une position du gouvernement qui a été prise et qui montre qu'on a les moyens de le faire parce qu'on est un pays riche. Mais si vous prenez d'autres pays, par exemple, on parlait des Émirats Arabes Unis tout à l'heure ensemble, comme ce pays, ça montre bien que ce pays, il tient sur la façade, quoi. Vous voyez, vous avez de nombreux pays du Golfe, de nombreux pays arabes. Là, vous avez distingué 2 sortes de pays, des pays développés et des pays en voie de développement, voire pauvres, donc qu'on soit clair. Et, en développement, oui. Voilà, et leur manière de gérer cette pandémie. Alors, on a vu maintenant le cas de la France, avec tout ce qu'on peut dire, quoi qu'il arrive, la France a réussi quand même à contenir cette épidémie, comme l'Allemagne, comme d'autres, mais c'est là où je reviens à la géopolitique. Nous constatons, surtout, vous êtes un spécialiste du monde arabe en plus, c'est ça qu'il faut en tenir compte, et c'est pourquoi tout à l'heure on a évoqué la question des Émirats Arabes Unis, pourquoi pas aussi d'évoquer aussi le cas du Maroc, avec les décisions qui ont été prises pour arrêter cette pandémie. On va parler déjà par rapport à ces pétrodollars, pas spécialement que les Émirats Arabes Unis, bien sûr, il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, il y en a d'autres, mais ce qui est frappant, c'est que Mohamed Ben Zayed, le MBZ, a sorti avec une conférence médiatique et tout le monde l'a suivi. C'est que ce monsieur, il commence à parler d'austérité, commence à parler de changement de culture, de l'excès.
Cela laisse supposer quoi réellement? Est-ce que ces pays-là, ils viennent de se réveiller comme quoi le monde fonctionne autrement? Comme quoi parce que je suis riche, je gaspille ou je dépense comme je veux? Est-ce que c'est une remise en question par rapport à leur façon de faire jusqu'à maintenant? Sachant que ce monsieur, et cet État plutôt, il est impliqué sur un grand nombre de conflits à travers le monde. Oui, bien sûr, voilà. au Yémen, par exemple. Et au Libye. Donc, il y a un paradoxe réel entre demander à son peuple de faire des efforts par rapport à cette culture de l'excès, ce qu'ils connaissent depuis toujours, depuis la création de cet État, vu le pétrodollar, mais maintenant n'empêche qu'il y a aussi un budget dédié à ces conflits à travers le monde. Comment vous expliquez cette conflictualité de vision chez les Émiratis? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'MBZ veut exister et existe de plus en plus médiatiquement, puisqu'on a quand même pas mal d'interventions. Maintenant, il est vu, je veux dire, il est aussi connu qu'MBS, que Mohamed Ben Salman, donc en Arabie Saoudite. Donc effectivement, cette position, elle est intéressante. En tout cas, le discours est a été très travaillé, je pense, parce que c'est vraiment la volonté de montrer que bon, ils avaient conscience qu'ils étaient dans une culture de l'excès. Il le dit d'ailleurs, l'excès est culturel chez nous, dit-il. Nous devons nous séparer de ces mauvaises habitudes. Ça ne sera pas sans difficulté, donc il y a une forme de constat quand même d'une mauvaise route qui a été prise, mais quand même qui a bénéficié depuis 20 ans aux Émiratis, vous le savez, avec des investissements, avec énormément d'impact aussi en effet sur la géopolitique, puisque les Émirats Arabes Unis, même s'ils sont concurrents avec l'Arabie Saoudite, c'est quand même aussi leur radar qui poste en avant-garde. Donc on a vraiment une stratégie quand même très claire de la part de ces deux pays. On peut qualifier pays du Golfe, bien sûr. Et c'est vrai que les Émirats Arabes Unis se sont rendus compte avec l'arrêt donc des échanges, l'arrêt des transactions et surtout des avions et de tout ce qui pouvait être transport, qu'ils étaient tout à fait dépendants. Tout à fait dépendant des autres pays pour pouvoir se nourrir. Donc c'est bien d'avoir des super stratégies pour exister en tant que soft power, musulman, etc., des pétrodollars et tout ce qu'on connaît du Golfe. Mais il y a quand même aussi effectivement finalement une incidence sur la réalité de ce qu'ils peuvent faire si tout s'arrête. Vous voyez ? Et cette capacité à pouvoir être autonome et à pouvoir gérer si cette mondialisation dans laquelle on est s'arrête, c'est ça qui a été testé dernièrement. Et donc c'est pour ça que des pays extrêmement riches qui vivent sur une rente qui peut être un peu plus diversifiée quand même depuis 10-15 ans, parce que c'est quand même, ils savent que le peak oil, le pétrole, ça va se finir d'ici 30 ans. Donc il y a une diversification qui s'est effectuée, c'est vrai. En revanche, elle n'est absolument pas nécessaire par rapport à une possibilité de pouvoir subvenir aux besoins de la population. Moi, j'y vois dans ce discours de MBZ aussi une forme aussi, encore une fois, un peu à la MBS. Vous voyez, de discours qui convenu aussi, qui correspond tout à fait à un discours occidental aussi. C'est-à-dire de dire, on va prendre en compte, on va revenir sur nos excès, on va prendre en compte l'idée d'avoir un principe de précaution peut-être plus important. Vous voyez, ils sont quand même en train, je trouve, en tout cas dans le discours, de montrer une posture plus raisonnable et raisonnée, un aveu sur ce qui n'a pas été fait, mais c'est aussi stratégique pour continuer d'exister, si vous voulez. Donc on a quand même encore une fois par rapport à des pays, je ne sais pas, comme le Zimbabwe ou comme le Libéria, auquel on n'entend rien du tout actuellement, ou très peu de choses, si vous voulez, à part les crises politiques, etc. Là, ils ont un discours sur le coronavirus, sur le Covid-19. Ils ont un constat à faire, on les écoute pour le constat qu'ils font, les Émirats Arabes Unis, vous voyez. Donc ils ont quand même maintenant une tribune qui existe. Et cette tribune, ils l'occupent en faisant des constats et en lançant des choses par rapport à leur remise en question. Ce qui est pour moi de la stratégie politique. Dans une période de crise avec la chute des prix de pétrole, bien entendu, avec des engagements à l'international sur des foyers de guerre, donc on le voit, et aussi
Ouais, donc il y a un paradoxe quelque part. Donc, Ah oui, il y a un grand paradoxe, mais qui vous montre encore une fois que si que ce paradoxe existe et qu'en plus il est visible, puisque là pour le coup on le sait, ouais, c'est qu'ils ont quand même acquis une certaine légitimité, qu'on le veuille ou non, sur la scène internationale. Vous voyez? Du d'accord. fait aussi qu'ils aient pu, eh bien, exister grâce, encore une fois, à ce partenariat livré dans le cadre de la Ligue arabe, mais avec l'Arabie Saoudite de manière très claire. C'est la stratégie aussi de MBS, hein. Un autre pays que je crois que vous le connaissez aussi, donc la réaction d'un pays comme le Maroc vis-à-vis de cette pandémie Covid-19. Le Maroc, comme vous le savez, donc ce n'est pas le pétrole, hein, donc le Maroc c'est les barrages, c'est La l'agriculture, phosphate, voilà, oui. donc il faut dire ses atouts dans ce sens-là, a eu raison quelque part par rapport à ce choix stratégique depuis toujours, et surtout dans cette période de pandémie. Bah alors, bon, ils ont fait ces choix-là. Ils n'ont pas forcément eu toujours le choix par rapport à ce qu'il y avait dans leur sous-sol, hein. Hmm. Mais en tout cas, effectivement, il y a eu une volonté de se diversifier. Il y a eu une volonté d'investir aussi avec des partenaires très différents, que ce soit des Africains ou des Occidentaux, hein. On se souvient bien, hein, depuis 2016 que le roi du Maroc vraiment tend à devenir un peu celui qui représente, vous savez, l'islam du milieu pour toute l'Afrique subsaharienne. Hmm. Donc il a quand même un rôle politique et diplomatique très important. En tout cas, ce qui a été démontré, c'est que vous savez, on avait parlé d'exception marocaine au moment des printemps arabes pour le Hmm. Maroc, Hmm. qui avait réussi une forme de transition sans que ça éclate et sans qu'il y ait de faillite de l'État. Hein, puisque le Marzen avait réussi à tenir les rênes tout en octroyant une constitution en 2011, eh bien, effectivement, il y a eu aussi le modèle, on avait parlé effectivement d'aussi une capacité à pouvoir endiguer, même si ça n'a pas forcément été totalement parfait quand même, l'islamisme radical et le terrorisme islamiste, c'est pas encore Hmm. gagné quand même, Hmm. mais il y a une stratégie qui est en place et surtout des partenariats avec l'Espagne, avec le FBI américain et on va dire en troisième lieu avec la France, hein. Donc le Maroc, c'est vrai, se modernise et a une capacité de réaction extrêmement importante. Et c'est vrai que là, on a beaucoup parlé du Maroc parce que par rapport à la capacité de production des masques de protection, hein. Oui, qui a fait débat au Parlement français. Ah oui, oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire que ils ont été, ils ont vraiment été effectivement le contre-modèle français, puisque nous, on était quand même tout à fait, voilà, bah, dans une situation assez délicate par rapport au manque de masques, notamment pour le personnel soignant. Et c'est vrai que les Marocains s'en sont très bien sortis et ont encore fait montre de réactivité, vous voyez, et de capacité à pouvoir effectivement réagir, ce qui fait qu'ils ont un taux de létalité qui est très peu, qui est très, très amoindri. Alors, faut quand même dire une chose par rapport au Maroc, encore une fois, c'est un peu comme ce qu'on me parlait de l'Égypte dernièrement, Hmm. c'est un pays où la démographie n'est pas pas comparable à celle de la France actuellement. Vous Exact. voyez, on est quand même dans un pays où la population est jeune, hein, sans être dans les proportions de l'Égypte, bien sûr, mais on a 11-12% de la population qui a moins de 25 ans, hein, vous voyez. Donc on est quand même dans quelque chose de tout à fait différent au niveau de la démographie et la mobilisation en tout cas et la capacité effectivement de réaction et de réactivité ont été remarquables pour les Marocains, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qui a été remarqué dans le monde entier, hein. Il me reste une question ou deux, si vous le permettez, Clémentine Larocque. Vous avez parlé de la géopolitique mondiale. Jusqu'à maintenant, il y avait ce qu'on appelle déjà le bloc soviétique et le bloc américain. Après, on a passé maintenant au bloc chinois et le bloc américain. Est-ce que cette Covid-19 va changer la façon de voir le monde en termes de conflit ou bien de guerre froide éventuelle? Bah, écoutez, j'aurais tendance à dire effectivement que l'opposition entre la Chine et les États-Unis ne date pas quand même du Covid-19. En Ouais. revanche, on parlait effectivement de l'opposition de la Russie et d'un front commun entre les Chinois et les Russes. Je pense qu'effectivement, ce qui se passe, c'est que ça va encore une fois souligner davantage ce qui est. C'est-à-dire que vous avez véritablement un front asiatique aujourd'hui qui s'oppose à un Occident qui est fracturé, hein, entre les États-Unis qui sont plutôt impérialistes à la Trump et une Union européenne qui passe des partenariats commerciaux et économiques, mais qui a quand même du mal à voilà à se défaire et à se remettre un peu du Brexit qui est en train de se passer. Donc
je veux dire, l'échiquier sur la scène internationale, il est ce qu'il est avant le Covid. Le Covid, à mon avis, va accentuer, va souligner les fractures, mais aussi les alliances. Hein. Et ces alliances, voilà, la Chine, on en parle beaucoup, mais cette Chine, elle est quand même moins forte économiquement qu'il y a 5 ans. Vous voyez, au niveau de la croissance. Elle est plus forte peut-être d'un point de vue d'influence, par contre, dans le monde entier, c'est vrai. Et notamment en Asie et avec dans sa politique de voisinage, c'est clair. Mais en même temps, elle a quand même des États comme l'Inde ou comme le Japon qui lui résistent. Donc moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que là, cette pandémie, elle ne peut être gérée qu'en communiquant, qu'avec une communication des États les uns vis-à-vis des autres. Vous avez vu cette concurrence de tous les États pour trouver le vaccin. Ça a forcément aussi suggéré une communication, une coopération et forcément des hypothèses qui ont été lancées par des chercheurs du monde entier entre eux. Vous voyez ? Donc ça, c'est quand même très intéressant à souligner. Ça n'enlève pas évidemment l'intérêt national et l'idée de souveraineté nationale. Au contraire, on l'a vu. Vous avez parlé d'égoïsme d'État. Et en même temps, ça crée des coopérations forcées. Vous voyez, sur certaines thématiques. Donc je pense que le monde de demain, il devra prendre, et j'espère qu'il le prendra plus en compte que ce que la géopolitique prend la mort en compte. J'espère qu'il prendra en compte tout ce qu'on a relevé comme élément, et là on en a relevé quelques-uns, mais il y en a bien plus, tout ce qu'on a relevé comme transformation ou comme, voilà, visibilité, hein, le fait que certaines choses été rendues visibles et qu'on puisse enfin les intégrer dans notre réflexion. Effectivement, et c'est le cas par rapport à ma dernière question, si vous le permettez, c'est le cas de l'Europe, parce que avec cette crise, hein, donc qui a secoué l'Europe avec beaucoup de morts quand même, hein, le foyer principal maintenant de nombre de morts se trouve ici en Europe, avec l'Italie qui est presque à genoux, l'Espagne pareil, et aussi il y a des groupes politiques, notamment des dirigeants de la SPD allemand, qui annoncent l'Allemagne veut une Europe allemande et non une Allemagne européenne. Est-ce que cela signifie la préparation d'une sortie de l'Allemagne, de l'Europe? Je pense pas. Alors peut-être que ça c'est plutôt l'européiste qui parle, mais je vois pas l'Allemagne sortir de l'Union européenne. Mais il impose des règles. C'est là le problème. Elle impose des règles, effectivement, d'un point de vue économique. C'est un peu le modèle économique. Il faut quand même réfléchir à une chose, c'est que la sortie des Anglais, enfin, de la Grande-Bretagne, pardon, des Britanniques, donc de l'Union européenne, va favoriser, c'est ce qu'on se dit aussi, certains pays de l'Est, vous voyez, qui vont finalement reprendre aussi certaines capacités d'exportation ou secteurs de production dans certaines denrées, et qui pourraient donc peut-être aussi faire repartir un peu l'Europe de l'Est, parce que le problème c'est pas forcément que l'Allemagne, c'est aussi vous voyez on appelle les deux temps de l'Union européenne, avec une Europe de l'Ouest qui maîtrise et qui commande un peu, et puis une Europe de l'Est qui est un peu à la traîne et qui serait suiveuse. Et je pense qu'une rationalisation des choses avec peut-être plus d'autonomie aussi, hein, en Europe de l'Est, qui permettrait d'être quand même plus efficiente ou plus efficace, ça pourrait emmener quelque chose. L'Allemagne est aussi en transition politique, vous le savez, on ne sait pas ce que ça va donner là, hein, l'après-Merkel. Hein. L'après-Merkel, ça va être aussi un virage à négocier. Je pense qu'on est vraiment dans un moment charnière. Exact. Et que, effectivement, les bons points acquis par l'Allemagne devraient, à mon avis, être considérés, et le sont d'ailleurs, hein, au Parlement européen et à la Commission européenne, mais aussi, on devrait en tirer aussi d'autres choses pour pouvoir se renouveler sur d'autres aspects. Et la France a une carte à jouer, comme vous le savez aussi. Là-dessus. Justement. On est les seconds, mais effectivement. Justement, c'est pourquoi j'ai évoqué cette histoire de l'Allemagne, c'est pour mentionner d'une manière indirecte, et maintenant vous l'avez bien évoqué, quel rôle peut jouer la France devant ce déséquilibre européen qui a pris de l'ampleur suite à cette pandémie, notamment avec l'Allemagne qui a pris de la longueur, et d'autres pays qui ont fait un recul énorme, notamment l'Italie, qui est un pays vieillissant, qui est un pays vieillissant et qui est déjà touché sur son orgueil par rapport à cette manque de solidarité dans les premiers temps. Ça va accentuer forcément, c'est ce qu'on disait, hein, c'est que ça va accentuer de toute façon les inégalités, quelles que soient les échelles. Hein. Après, ça va être la conséquence, je dirais, immédiate et directe.
En revanche, après, derrière, effectivement, le modèle quand même, encore une fois, de prise en compte, qui est plutôt un modèle proche de la gauche sociale, ce que la décision du gouvernement français, qui donc a surpris tout le monde, puisqu'on le voyait quand même de droite, et que maintenant, c'est un virage. Voilà, cette capacité à pouvoir être en soutien des entreprises, en soutien donc des modèles de production, etc. Ça peut être quelque chose sur lequel la France peut avoir une voix et un discours. Il y a aussi évidemment en termes de niveau de technologie, vous avez quand même les Français et la recherche française qui est quand même à la pointe au niveau pharmaceutique, au niveau de la recherche, à la pointe quand même de l'Europe, et qui doit absolument aussi effectivement être un peu celle qui booste le reste des pays européens pour pouvoir suivre cette même tendance, parce qu'il y a quand même des gros concurrents, que ce soit aux États-Unis ou en Inde par exemple, si on parle de produits pharmaceutiques ou de recherche médicale. Donc, je pense que la France doit jouer son rôle, en tout cas de leader sur la recherche, sur la capacité d'innovation, de créativité, et elle doit aussi, dans un même temps, à l'échelle nationale, régler ses comptes, parce que je vous rappelle quand même qu'on sort quand même d'une période quand même particulièrement noire du point de vue des revendications sociales. Il faudrait pas que ces revendications sociales reprennent de plus belle à la fin du confinement, et que de fait notre rôle donc soit finalement moins important, parce qu'on doit encore régler et toujours régler des contestations qui viennent de l'intérieur finalement. D'où la leçon à retenir de la mort pendant cette période et ces enjeux politiques. Voilà. Et essayons de ne pas oublier ce qu'on a pointé aujourd'hui. Exactement. Sincèrement, c'est très intéressant ce développement par rapport à cette podcast, que je tiens à vous en féliciter, parce qu'il a ouvert la voie aussi à cette notion de la mort en tant qu'élément, en tant qu'acteur invisible et visible sur plusieurs niveaux. Espérons que la leçon va être pérenne, déjà, parce que c'est important. C'est la pérennité de cette leçon. Il ne faut pas qu'il soit des mesures dans le temps. Donc, il faut qu'il y ait un réel remise en question, soit sur le plan économique, soit sur le plan politique, voire sur le plan social. Nous l'avons évoqué à maintes reprises avec un certain nombre d'intervenants ces derniers jours pendant la pandémie, sur l'accompagnement de nos jeunes, sur la cohésion sociale, sur notre manière de traiter, comme il est le cas par rapport à votre spécialité, aussi tout ce qui est radical, tout ce qui est radicaux. Il y avait un vide, il faut dire, dans le Covid, il y a le vide, et ce vide, il était de 2 mois, voire 3 mois, certainement va laisser des traces. Il faut qu'il y ait des gens aptes, bien formés, qui savent traiter ce vide et traiter les conséquences de ce vide. Parce que la situation sociale après le Covid, ce n'est pas celle qui était avant le Covid. Non, c'est ça qui va être l'enjeu numéro 1, tout à fait. Justement, donc, on a essayé, à travers un certain nombre d'intervenants, cette notion de la mort peut être un stimulateur qui peut aider, et en même temps de savoir comme quoi il y a une fin, qu'une fin naturelle, mais là, une fin provoquée par une pandémie, c'est encore horrible. Clémentine Larocque, spécialiste de l'idéologie islamiste, maître de conférence à Sciences Po Paris et chercheuse associée au CDH du Caire. Il occupe le poste d'analyste spécialisé pour la justice française depuis 2016. Merci infiniment de cet éclairage et bravo par rapport à ce podcast dans cet instant T. Merci beaucoup et avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible.